Bien, donc deuxième partie de ce chapitre 4. Donc cette fois, on va regarder ce qui se passe lors de la réflexion et de la transmission d'une onde acoustique dans un tuyau sonore on est au niveau d'une discontinuité, quoi. Donc, on va refaire en gros ce qu'on a fait dans le cas de la corde vibrante, mais pour les ondes acoustiques. Et donc c'est la même répartition, on va un peu décrire le problème. Il faut qu'on trouver des conditions de raccordement de grandeur physique au niveau de la jonction, et une fois qu'on aura ces conditions, on pourra calculer les coefficients de réflexion et de transmission, et puis ensuite on calculera ces mêmes coefficients, mais pour les puissances acoustiques. Donc dans le cas d'un tuyau sonore, il peut y avoir différents types de discontinuités. Hein. Donc d'abord, on va faire effectivement l'approximation où on est à une dimension. Donc c'est une onde acoustique qui est à l'intérieur d'un tuyau sonore. Donc on va pouvoir dire que c'est quelque chose, que le mouvement des particules est uniquement suivant un axe X, donc uniquement dans la direction longitudinale si la longueur d'onde est grande devant les dimensions transversales du tuyau. Donc on va toujours se placer dans ce cas-là. Et le tuyau, donc ici décrit avec une section qui est S. Donc différents types de discontinuités peuvent exister pour une onde acoustique. Une première discontinuité, c'est par exemple dans le cas où on aurait un tuyau qui aurait une section S, et à l'intérieur de ce tuyau, on aurait deux types de fluides. Euh, un fluide caractérisé par la masse volumique ρ1 et puis le coefficient de compressibilité Ki1. Et puis on arriverait sur une discontinuité où de l'autre côté, on aurait un fluide caractérisé par la masse volumique ρ2 et un coefficient de compressibilité Ki2. On peut aussi avoir comme discontinuité le cas où on a un même fluide, hein, avec une masse volumique ρ, un coefficient de compressibilité qui, mais on passerait de deux tuyaux qui auraient des sections différentes. Hein. On arriverait d'un tuyau qui aurait une section S1 vers un tuyau qui aurait une section S2. Donc là aussi, il y aurait ici une discontinuité. Donc on devrait connaître la partie qui va être de l'onde incidente, qui va être réfléchie et transmise dans ce cas-là. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se placer d'entrée dans le cas le plus général. Donc, on considère que on va placer la discontinuité au niveau de l'origine de l'axe X, donc en X égale 0. Pour les X négatifs, on va considérer que on a un tuyau de section S1, et à l'intérieur de ce tuyau, on a un fluide caractérisé par une masse volumique au repos ρ1 et un coefficient de compressibilité Ki1. Et puis pour les X positifs, donc les X positifs, on va avoir un tuyau avec une section S2 et à l'intérieur un fluide qui est caractérisé par une masse volumique au repos ρ2 et un coefficient de compressibilité Ki2. Donc ça c'est le cas le plus général, hein, et les deux cas précédents sont des cas particuliers de ce cas-là. Donc là c'est un peu pareil que pour le cas de la corde, on va définir une onde incidente. Donc la seule difficulté pour les ondes acoustiques, c'est que souvent pour les ondes, autant pour la corde, on considère quasi exclusivement le déplacement transversal, donc la fonction d'onde y de x de t, autant pour les ondes acoustiques, on peut être amené à soit utiliser le déplacement longitudinal, psi, la vitesse longitudinale v de x, ou la pression acoustique, hein, p de x de t. Et donc ces trois quantités peuvent intervenir. Donc c'est pour ça ici que je les ai écrites. Hein. Donc quand une onde acoustique arrive, il y a plusieurs grandeurs physiques qui sont modifiées et qui sont perturbées par le passage de l'onde. Donc on considère que la source d'onde acoustique est située très loin dans les x négatifs, hein, vers moins l'infini, et puis cette source, émet une onde incidente. Donc cette onde incidente se propage vers la discontinuité, donc c'est une onde qui est progressive, donc cette dépendance va être en x moins ct, et puis là on met donc un c1 de t puisqu'on est dans le milieu 1, et donc la célérité est donnée par 1 racine de ρ1 qui 1. Donc lorsque cette onde incidente arrive sur la discontinuité, une partie de l'onde va être réfléchie, ça va donner lieu donc à une onde réfléchie. Donc vous voyez que l'onde réfléchie, c'est une onde qui se propage vers les x négatifs. C'est donc une onde
régressive qui va avoir une dépendance en x plus C1 de t, C1 parce qu'on est dans le milieu 1. Et donc, si je veux décrire ce qui se passe à l'intérieur du milieu 1, vous voyez qu'il va y avoir coexistence de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Et donc là, on applique le principe de superposition. Si je veux écrire l'onde qui existe dans le milieu 1, je dois faire la somme des ondes incidentes et des ondes réfléchies. C'est vrai pour le déplacement longitudinal, c'est vrai pour la vitesse longitudinale et c'est vrai pour la pression acoustique. Donc une partie de l'onde incidente va donner naissance ici à une onde transmise. Cette onde transmise existe dans le milieu 2. Vous voyez que c'est une onde qui se propage vers les x positifs, c'est donc une onde progressive, donc il va avoir une dépendance en x moins C2 de t, C2 parce qu'on est dans le milieu t, où C2 ça va être donc donné par 1 divisé par la racine de ρ2 qui 2. Et donc dans le milieu 2, il n'y a que l'onde transmise qui existe, donc on a ces expressions-là. Donc quelque chose qui va nous servir dans la suite, c'est la relation entre pression acoustique et vitesse. Donc si vous vous souvenez ce qu'on avait dit au chapitre 3, on avait établi pour une onde progressive ou régressive, la relation suivante, c'est que la pression acoustique est reliée à la vitesse via un terme Z qui est le terme d'impédance caractéristique ou l'impédance du milieu, qui est donc donnée par 1 sur qui c'est égal aussi à ρc. Et devant, il y a aussi le signe de l'amont vers l'aval. Donc le signe de l'amont vers l'aval, donc si je considère par exemple le cas de l'onde incidente, donc c'est l'onde qui est ici en rouge, l'amont est à gauche, l'aval est à droite. Donc le signe de l'amont vers l'aval, c'est un signe qui est positif. Donc j'ai P de I qui est égal à Z1 fois V de I. Si je considère maintenant l'onde réfléchie, donc l'onde réfléchie, c'est une onde qui est régressive. Pour cette onde, l'amont est à droite, l'aval est à gauche, donc le signe de l'amont vers l'aval, c'est un signe qui est négatif. Donc je vais avoir P de R qui est égal à moins Z1 fois V de R, donc V de R de X, puisque c'est la vitesse longitudinale. Et puis dernier cas, l'onde transmise, là où on voit que c'est une onde qui est progressive. Donc l'amont est à gauche, l'aval est à droite. Donc le signe de l'amont vers l'aval, c'est un signe qui est positif. Et ici, je mets Z2, puisque je suis dans le milieu 2, donc l'impédance caractéristique, c'est Z2. Donc on a ces trois relations dont on va se servir dans la suite. PI, c'est Z1 fois VXI, PR, c'est moins Z1 fois VXR, P de T, c'est Z2 fois VXT. Donc pour pouvoir écrire, pour pouvoir trouver les expressions des coefficients de réflexion et de transmission, il faut écrire des équations de continuité, des conditions de continuité au niveau de la jonction, pour pouvoir raccorder des grandeurs physiques. Donc quelle grandeur physique on va pouvoir raccorder? Un des raisonnements, on va voir que la pression en fait doit être continue au niveau de l'interface, donc on doit voir que ça va donner la même pression à droite qu'à gauche. Donc là, le raisonnement pour trouver ça, c'est qu'on va considérer ici une surface qui a une épaisseur extrêmement fine, donc on va dire que cette interface a une masse nulle. Là aussi, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique. La somme des forces appliquées à cet élément de surface doit être nulle. Donc on considère uniquement les forces de pression. Donc il y a deux forces qui sont appliquées sur cet élément de surface. La première force, c'est la force que le milieu 2 exerce sur cette surface S. Donc c'est la force de 2 vers 1. Vous voyez que cette force de 2 vers 1, c'est une force qui est négative. Donc je vais l'écrire moins S fois donc la pression qui est ici. Donc là j'ai mis la pression totale. Donc c'est à la fois le terme de pression à l'équilibre en l'absence d'onde plus la surpression qui est due à l'onde acoustique. Et puis, il y a une autre force, c'est la force que le milieu 1 va exercer sur cette interface. Donc, c'est la force de 1 vers 2. Et si je trouve l'expression de cette force, vous voyez qu'elle est positive. Et ça va être donc la surface multipliée par la pression de ce côté-là. Et c'est la pression de ce côté-là, ça va être donc la pression à l'équilibre plus P1 parce que je suis dans le milieu 1, x de t.
Donc là, ici, on se place à la limite, on est encore dans les x positifs, hein, et là, on se place vers les x qui tendent vers 0 par valeur négative. Donc on dit que la somme des forces doit être égale à 0, donc ça veut dire que cette force-là plus cette force-là, ça vaut 0, donc je dois avoir la force de 1 vers 2 qui doit être égale à moins la force de 2 vers 1, et si je remplace avec les expressions qu'on a trouvées pour les pressions, ça nous donne S P0 plus P1 est égal à S P0 plus P2. Évidemment, on peut simplifier par P0, on peut simplifier par S, et on arrive à cette condition, qui est une condition de continuité de la pression acoustique, qui nous dit que la pression à gauche de l'interface, hein, c'est-à-dire pour x tendant vers 0 par valeur négative, doit être égale à la pression à droite de l'interface, c'est-à-dire pour x tendant vers 0 par valeur positive. Donc on a continuité de la pression acoustique de part et d'autre de l'interface. Donc cette condition, on peut la réécrire, donc là c'est écrit en fonction de P1 et P2, on peut la réécrire en fonction des ondes incidentes et des ondes réfléchies, hein. Donc dans le milieu 1, la pression c'est à la fois la somme de l'onde incidente plus de l'onde réfléchie, et dans le milieu 2, on a uniquement l'onde transmise. Donc ça constitue notre première équation, hein. J'ai P de I plus P de R qui est égal à P de T. Ça, évidemment, c'est valable uniquement au niveau de l'interface. Donc pour pouvoir écrire trouver l'expression des coefficients de réflexion et des coefficients de transmission, il nous faut la continuité d'une autre grandeur physique. Et la grandeur physique qu'on va utiliser, ça va être en fait la puissance transportée par l'onde acoustique qui circule de 1 vers 2. Donc là aussi, au chapitre précédent, on avait démontré cette expression. La puissance, ici c'est mon milieu 1, et là j'ai mon milieu 2. Et la puissance qui circule de 1 vers 2, ça va être donné par la force, donc S fois P de x de t, multiplié par la vitesse ici, donc, multiplié par V de x. Donc là, on a pris en compte uniquement le travail de la force lié à la pression acoustique. Donc cette relation, en fait, on peut la généraliser. Donc nous, on l'avait vu dans le cas d'un tuyau qui avait une section constante. En fait, on peut tout à fait la généraliser dans le cas où la section du tuyau varie, hein. Il suffit ici simplement de remplacer S par S de X si on a un tuyau de section variable. Donc là, on a toujours cette relation qui nous donne donc la puissance qui circule de 1 vers 2. Donc là, l'hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas l'interface, par exemple, qui serait ici, c'est une interface qui n'est pas, où il n'y a pas de dissipation, elle ne dissipe pas d'énergie. Donc la puissance qui circule de 1 vers 2, quand je regarde ici, quand je me place ici avec x tendant vers 0 par valeur négative, ça doit être égal à la puissance qui circule de 1 vers 2 si je me place en x tendant vers 0 par valeur positive. On dit ici ou ici, à droite et à gauche de l'interface, je dois avoir la même puissance qui circule. Donc, si j'utilise cette expression pour de la puissance, hein, donc je vais ici avoir, ici j'ai S1, ici j'ai S2, je dois avoir continuité de la puissance lorsque je me place légèrement à droite de la discontinuité et légèrement à gauche. Donc ici, ici vous voyez que je vais avoir comme condition, dans ce cas-là, j'ai comme pression, ça va être P1 hein, qui va intervenir. La surface est S1. La vitesse longitudinale, ça va être Vx de Vx1. Et puis quand je regarde, si je me place du côté droit, à ce moment-là, je vais avoir la section, ça va être S2. La pression acoustique, ça va être P2. Et puis la vitesse, Vx2. Mais ce qu'on vient juste de voir avant, c'est qu'on a continuité de la pression acoustique, hein. Donc on a cette relation-là, et on vient juste de démontrer dans l'équation précédente, ici, que j'ai P1 qui est égal à P2. Donc ça veut dire ici que dans cette équation, je peux simplifier P1 et P2, puisque il y a égalité,
Et donc, je me retrouve avec une égalité qui est que S1 fois Vx1, c'est égal à S2 fois Vx2. Donc, on a la continuité de cette grandeur physique-là, et cette grandeur physique-là, on l'appelle en fait le débit acoustique. Donc, la définition du débit acoustique qu'on note Vx de t, c'est que c'est égal à la section du tuyau sonore multipliée par la vitesse longitudinale d'une particule de fluide. Donc, c'est une grandeur qui est liée aussi au tuyau sonore, hein, puisque ça dépend de la section du tuyau. Et donc, on a comme condition, on a la continuité du débit acoustique. Le débit acoustique à gauche de la discontinuité est égal au débit acoustique si je me place légèrement à droite de la discontinuité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ces expressions. Donc, on avait dit que la vitesse longitudinale dans le milieu 1, c'est la superposition de la vitesse longitudinale de l'onde incidente plus la vitesse longitudinale de l'onde réfléchie. Et puis, dans le milieu 2, là, il y a une seule onde qui existe, c'est la vitesse longitudinale de l'onde transmise. Ici, je mets S2 puisque je suis dans le tuyau 2. Donc, on a cette relation-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est là où on va utiliser la relation qu'on avait entre pression et vitesse. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que, c'était quelques transparents plus haut, hein, on avait P de I qui était égal à Z1 fois V de I. Donc ici, je peux remplacer Vxi par P de I sur Z1. Ici, j'ai Vxr que je peux remplacer par moins P de R divisé par Z1. Et puis ici, j'ai Vx de t que je peux remplacer par P de t sur Z2. Donc là, on utilise les trois relations qu'on a vues précédemment. Et puis, dernière transformation, on divise à droite et à gauche par S1 divisé par Z1. Donc ici, ça me fait 1. Ici, je vais avoir moins 1. Et puis, donc ici, je fais apparaître le rapport. Hein. Donc, si j'arrange un peu les termes, je peux le réécrire comme étant Z1 divisé par S1 divisé par Z2 divisé par S2. Ici, j'ai P de T. Donc, on a ici cette égalité-là qui apparaît. Et ça va constituer notre deuxième équation. Et donc là, ça y est, on a deux équations. Et quand on a deux équations, ça va nous permettre de résoudre le système, c'est-à-dire d'exprimer l'onde réfléchie en fonction de l'onde incidente et puis l'onde transmise en fonction de l'onde incidente. Donc, je réécris les équations en enlevant les variables pour être plus compact. Donc ici, j'ai P de I plus P de R qui est égal à P de T. Ça, c'est l'hypothèse de continuité de la pression. Et puis, j'ai donc PI moins P de R qui est égal à A fois P de T. Donc là, pour alléger les notations, hein, j'ai remplacé le facteur qui est ici. Je l'ai appelé grand A. Donc, grand A, c'est Z1 sur S1 divisé par Z2 sur S2. Donc on a ces deux équations. Donc pour exprimer P de R et P de T en fonction de P de I, en première étape, on peut ajouter ces deux équations. Donc si on ajoute ces deux équations, les P de R s'éliminent. Ça nous donne 2P de I qui est égal à 1 plus A fois P de T. Ça nous permet d'exprimer P de T qui va être donc égal à 2 divisé par 1 plus A fois P de I. Ensuite, on garde la première équation et on modifie légèrement la deuxième en divisant par A. Donc ça nous donne ici 1 sur A fois P de I moins 1 sur A fois P de R est égal à P de T. Maintenant, si je soustrais la deuxième équation à la première, ça va me donner 1 moins 1 sur A fois P de I plus 1. Donc la moins par moins, ça va me faire plus 1 sur A fois P de R. Et les P de T s'éliminent, c'est donc égal à 0. Je multiplie par A à droite et à gauche de l'égalité. Ça me fait 1 moins 1 fois P de I plus A plus 1 fois P de R égale 0. Et ça me permet de réexprimer P de R en fonction de P de I. Ça va me donner P de R est égal à 1 moins A divisé par 1 plus A fois P de I. Donc là, on a réussi parce qu'on a réussi à exprimer la pression réfléchie et la pression transmise en fonction de la pression acoustique incidente. Et donc on voit que les deux coefficients qui apparaissent pour la pression acoustique, donc on va noter R de P, et ici on a
le coefficient de transmission pour la pression acoustique, taux de P, qui est donc égal à 2 divisé par 1 plus A. Hein. Je vous rappelle que A, c'est donc c'est ce rapport-là, c'est Z1 divisé par S1 divisé par Z2 sur S2. Donc là aussi, on peut remarquer, hein, comme dans le cas de l'accord d'Hilbert, que si on fait taux de P moins R de P, ça va être aussi égal à 1. Donc là, c'est déjà ce qu'on avait dit dans le cas de l'accord d'Hilbert, ça va être pareil. Il faut faire très attention que le coefficient de réflexion ou de transmission, c'est toujours attaché à une grandeur physique particulière. C'est celle dont on est en train d'étudier la transmission et la réflexion. Si on a affaire à des grandeurs physiques différentes, les coefficients de réflexion ne sont pas forcément les mêmes. Ils peuvent être différents et donc il faut réfléchir pour savoir comment les modifier. Là, ce qu'on a, hein, c'est les coefficients de réflexion et de transmission pour la pression acoustique. Donc, par exemple, si on veut connaître les coefficients pour la vitesse longitudinale, ben là, on va justement utiliser les relations qu'on avait vues au départ. Hein. P de I, c'est égal à Z1 fois V de I, P de R, c'est moins Z1 fois V de R, et P de T, c'est égal à Z2 fois V de T. Donc là, comment on fait pour exprimer les coefficients pour la vitesse longitudinale? Ben, on va partir de la vitesse réfléchie. La vitesse réfléchie, je peux l'écrire comme étant moins P de R divisé par Z1. Ah oui, mais P de R, on sait comment l'exprimer en fonction de P de I. C'est le coefficient de réflexion R de P multiplié par P de I, donc divisé par moins Z1. Et ici, je peux sortir le RP, hein, ça me fait moins RP, multiplié par PI divisé par Z1. Mais PI divisé par Z1, ça on sait ce que c'est justement la composante longitudinale de la vitesse pour l'onde incidente. Donc ce coefficient qui est ici, hein, ça va être le coefficient de réflexion de la vitesse. On peut faire la même opération pour la composante longitudinale de la vitesse de l'onde transverse. Bah ici, Vx de t, vous voyez que c'est P de t divisé par Z2. P de t, on sait l'exprimer en fonction de P de I, hein, c'est taux de P multiplié par P de I. Et ensuite, ici, si je divise par Z1 et je multiplie par Z1, vous voyez qu'ici, je fais apparaître P de I divisé par Z1, et P de I divisé par Z1, c'est justement V de xi. Donc le coefficient qui est ici, lui, ce sera le coefficient de réflexion de la vitesse. Autrement dit, si je réécris les relations en mettant toutes les dépendances, toutes les différentes variables, je vais avoir cette relation entre la vitesse réfléchie et la vitesse de l'onde incidente. Vous voyez qu'ici, le coefficient de réflexion de la vitesse, du coup, ça sera l'opposé du coefficient de réflexion de la pression. Et puis, le coefficient de transmission de la vitesse, T de V, ça sera Z1 divisé par Z2 multiplié par T de P. Là, on voit aussi, hein, comme dans le cas de la corde vibrante, entre les coefficients pour le déplacement transverse et les coefficients pour la tension qui étaient différents. Ici aussi, hein, pour la pression acoustique et la vitesse, on aura des coefficients de réflexion et de transmission qui sont différents. Le déplacement va être le même que celui pour la vitesse, de même pour le coefficient de transmission, vont être toujours égaux à ceux pour la vitesse. Ça, on peut le voir si on part de l'expression qu'on a obtenue pour la vitesse. On avait V de xr, c'est égal à R de V fois V de xi. Si j'intègre cette relation, donc j'obtiens cette équation-là. R de V, on le sort de l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de la vitesse, ça me donner le déplacement, psi de R. L'intégrale de V de xi, ça me donner psi de i. Et les constantes d'intégration sont prises à 0, hein, puisque là aussi, en l'absence d'onde, on ne peut pas avoir, par exemple, un psi de R s'il n'y a pas de psi de i. Donc il faut prendre les constantes d'intégration à 0. On peut faire le même raisonnement pour la vitesse transmise. La vitesse transmise est égale à taux de V fois la vitesse incidente. Si j'intègre cette relation-là, et que je sors ici le coefficient taux de V, ben, j'intègre, je vais avoir psi de t est égal à taux de V fois psi de i. Toujours aussi, la constante d'intégration est toujours égale à 0. Donc là, on voit que les coefficients de réflexion du déplacement, les coefficients de transmission du déplacement sont les mêmes que ceux de la vitesse. Donc on a bien cette égalité-là. Donc il y a différents cas particuliers, on peut voir cette relation. On peut voir d'abord cette relation dans le cas particulier où on a une discontinuité qui est liée au fait qu'on a deux fluides différents dans une section
dans un tuyau pardon, de section constante. Dans ce cas-là, j'ai S1 qui est égal à S2 qui est égal à S, et donc le coefficient, ce coefficient A, ça vaut simplement Z1 sur Z2. Dans ce cas-là, on peut réécrire les coefficients de réflexion pour la pression et le déplacement longitudinal, et les coefficients de transmission pour la pression et le déplacement longitudinal uniquement en fonction de Z1, Z2. Donc, il y a un petit calcul à faire, mais on trouve ces expressions-là. Et par exemple, c'est ça qui peut décrire donc, le cas particulier où on a un tuyau qui est fermé à une extrémité. Donc, un tuyau fermé à une extrémité, ça correspond à une impédance Z2 qui est infinie. Je vais dire ça va correspondre à une masse volumique infinie. Ici, j'ai Z2 qui tend vers l'infini. Si je fais tendre Z2 vers l'infini, vous voyez que le coefficient de réflexion pour la pression, il vaut 1, celui pour le déplacement, il vaut moins 1, et les coefficients de transmission, ça va valoir 2 pour la pression et 0 pour le déplacement. Donc là, on voit que l'onde incidente va être réfléchie avec éventuellement un signe moins, suivant les grandeurs physiques, dans le cas de la pression et du déplacement. L'autre cas particulier, c'est celui où on a un même fluide à droite et à gauche de la discontinuité, mais on a deux sections différentes, S1 et S2. Dans ce cas-là, on a Z1 qui est égal à Z2 qui est égal à Z, et donc le rapport A, lui, est égal à S2 sur S1. Donc là, les 1 et 2 sont inversés par rapport au cas précédent, puisque le A est égal à Z1 sur S1 divisé par Z2 sur S2. Donc là aussi, si on remplace A avec dans les expressions qu'on a calculées précédemment, et qu'on peut simplifier les résultats obtenus, on obtient ces coefficients de réflexion pour la pression, le déplacement longitudinal, et les coefficients de transmission pour la pression et le déplacement longitudinal. Et ça nous permet de regarder qu'est-ce qui se passe dans le cas particulier. On a S2 qui tend vers l'infini, ça décrit très bien, par exemple, dans le tuyau ouvert. Dans un tuyau ouvert, vous avez une onde qui va se propager dans un tuyau qui a une certaine section S, et puis ici, on va se retrouver avec une section qui est infinie lorsqu'on l'onde va essayer de se propager hors du tuyau. Donc si je fais tendre S2 vers l'infini, vous voyez qu'ici, le coefficient de réflexion en pression va tendre vers moins 1, puisque j'ai un moins ici et un plus là. Le coefficient pour le déplacement va tendre vers 1, et puis ici, vous voyez que dans les deux cas, les coefficients de transmission vont être égaux à 0. Donc là aussi, l'onde incidente va être réfléchie avec un signe moins suivant les grandeurs physiques. Vous voyez que c'est l'inverse du cas précédent. Dans le cas précédent, c'était le déplacement, où il y avait un signe moins, alors que dans le cas d'un tuyau ouvert, on va avoir un moins 1 sur la pression. Ça, on reviendra plus tard dans le cas des ondes stationnaires, c'est ce qui va définir le fait qu'on va avoir un nœud ou un ventre de pression ou de déplacement à l'extrémité du tuyau, suivant le type de tuyau, s'il est ouvert ou fermé. Donc, dans le cas particulier d'une onde sinusoïdale, on va pouvoir réinterpréter les coefficients de réflexion et de transmission en fonction des amplitudes complexes. Donc l'onde incidente en notation réelle, elle est donnée par ça. Ça, c'est l'expression complexe, donc c'est une onde progressive, avec ici, donc j'ai K1 qui est égal à oméga divisé par C1, puisque je suis dans le milieu 1 avec la célérité C1, et puis donc ici j'ai l'amplitude de complexe associée à l'onde incidente. Je vais pouvoir définir une onde réfléchie qui est une onde progressive, donc ici j'ai toujours K1 parce que je suis dans le milieu 1. Je définis l'amplitude complexe de l'onde réfléchie. J'ai une onde transmise qui est une onde progressive dans le milieu 2, donc ici je vais avoir un K2 qui est donné égal à oméga 2 sur C2 parce que je suis dans le milieu 2, et je peux lui associer une amplitude complexe pour l'onde transmise. Donc si je regarde, si j'exprime les coefficients, donc on a cette relation pour les fonctions d'onde réelles, j'ai P de R qui est égal à R de P fois P de I. Ça, on a aussi on peut écrire la même égalité pour les fonctions d'onde complexes. J'ai P de R tilde qui est égal à R de P fois P de I tilde. Donc ça nous permet de réexprimer quand on simplifie par, quand on se place en x égale 0 et qu'on simplifie par I oméga t, on peut réexprimer R de P comme étant en fait
le rapport de l'amplitude complexe de l'onde réfléchie divisé par l'amplitude complexe de l'onde incidente, quoi, qui va être donné donc par 1 moins A sur 1 plus A. Quoi. Puis pareil, on peut, en partant de l'égalité qu'on a obtenue, P de t est égal à taux de P fois P de I pour les ondes, pour les fonctions d'onde réelles, on peut l'exprimer pour les fonctions d'onde complexes. Et quand on se place en x égale 0 et qu'on élimine la composante EI oméga t, on trouve que T de P c'est égal à P de 0 tilde divisé par P de 0i, tilde, donc le rapport des amplitudes complexes. Donc ça, vous ferez plein d'exos en TD, hein, ou dans le cas des ondes sinusoïdales, les coefficients de réflexion et de transmission, ça nous permet de relier les amplitudes complexes de l'onde réfléchie et de l'onde transmise à celles de l'onde incidente. Donc, dernière partie, donc là aussi, comme on l'avait fait pour la course vibrante, on va s'intéresser aux aspects énergétiques de la réflexion et de la transmission pour la puissance acoustique. Dans le cas de la puissance acoustique, donc on considère des ondes sinusoïdales et on avait démontré donc dans le chapitre précédent que la puissance moyenne transportée par une onde acoustique sinusoïdale, qui avait une amplitude P de 0, quand on considère un fluide qui a une impédance caractéristique Z, qui est une onde qui se propage dans un tuyau de section S, on avait que la puissance qui circule de l'amont vers l'aval, c'est donné par S divisé par Z fois la valeur moyenne de P de x carré. Donc pour une onde de sinusoïdale, ça va donner 1,5 fois P de 0 carré. Et donc ici, on va avoir une puissance incidente, et ce qu'on va chercher de savoir, c'est quelle est la partie de cette puissance incidente qui va se retrouver réfléchie et quelle est la partie qui va se retrouver transmise. Donc pour la puissance de l'onde incidente, ben ici on est dans ce côté-là, hein. Donc on est dans le milieu 1, la section du tuyau c'est S1, l'impédance caractéristique c'est Z1, et on a une onde incidente caractérisée par une amplitude P de 0i au carré. Donc une partie de cette puissance va être réfléchie, donc ça va nous définir une puissance réfléchie. On est toujours dans le milieu 1, donc on va toujours avoir le même coefficient 1,5 de S1 divisé par Z1, mais cette fois multiplié par P de 0R carré, où P de 0R c'est l'amplitude de l'onde réfléchie. Et puis dans le milieu 2, on va avoir une puissance transmise. Donc on est dans le milieu 2, ici je vais avoir 1,5 de S2 divisé par Z2 multiplié par P de 0T au carré. Comme pour la corde vibrante, on va définir des coefficients de réflexion pour la puissance en puissance. Hein, ça va être la puissance moyenne réfléchie divisée par la puissance incidente réfléchie. Et puis on définit de même le coefficient de transmission en puissance. Ça va être la puissance transmise en valeur moyenne divisée par la puissance incidente à valeur moyenne. Ce sont exactement les mêmes définitions que pour la corde vibrante, mais cette fois, c'est pour la puissance acoustique transportée par une onde acoustique à l'intérieur d'un tuyau sonore. Donc si on calcule ce coefficient R, donc on utilise les expressions qu'on vient juste d'écrire avant, on voit que ça nous fait ce terme-là divisé par ce terme-là, on voit qu'on peut simplifier par 1,5 de S1Z1, ça nous laisse P de 0R carré sur P de 0I carré, et ça c'est justement R de P au carré. Donc on a le coefficient de réflexion en pression au carré. Donc ça, si on utilise l'expression qu'on a trouvée, ça nous fait du 1 moins A sur 1 plus A au carré. De même, on peut définir le coefficient de transmission. Donc on a dit que c'était P de T sur P de I. On utilise les relations qu'on a trouvées précédemment. Et là, on voit que ça ne se simplifie pas. Hein. On va se retrouver avec le rapport S2, S1 divisé par Z1, Z2. Et là, on retrouve en fait Z1 divisé par S1 divisé par Z2 sur S2. Donc là, c'est notre coefficient A qui revient. Et P de 0T au carré divisé par P de 0I au carré, ça, c'est le carré du coefficient de transmission en pression. Donc si je prends l'expression qu'on a trouvée pour T de P et que je l'élève au carré, on voit que je multiplie par A, on arrive à cette expression 4 fois divisé par 1 plus A carré. Et donc ça, ce sont les coefficients de réflexion et de transmission en puissance pour une onde acoustique avec A, donc c'est toujours ce terme,
ce rapport-là. Donc là aussi, il y a le même principe de conservation de l'énergie. On considère qu'il n'y a pas de dissipation dans notre système. Donc toute la puissance incidente qui arrive sur la discontinuité, elle doit soit se retrouver dans la puissance réfléchie, soit se retrouver dans la puissance transmise. Donc il faut, voilà, donc si je divise par P de I, vous voyez que cette relation, ça doit me donner R plus T qui doit être égal à 1. Bon, c'est bien ce qu'on a obtenu. Vous voyez bien ici que si j'écris R plus T et que je mets au même dénominateur, ça va me donner 1 plus A carré moins 2A plus 4A. Donc ça, c'est égal à 1 plus A carré plus 2A. Ça, c'est une identité remarquable. Je me retrouve avec 1 plus A carré sur 1 plus A carré. C'est bien égal à 1. Nos coefficients conservent bien l'énergie. Donc on ne s'est pas, au moins, on s'est pas trompé dans le calcul. On peut regarder là aussi des cas particuliers. Donc si on revient toujours sur le cas du tuyau fermé pour lequel l'impédance Z2 tend vers l'infini, vous voyez que dans ce cas-là, on peut, si Z2 tend vers l'infini, ça veut dire que A tend vers 0. Si A tend vers 0, je vais avoir ici T qui est égal à 0 et R qui tend vers 1. Donc ici, j'ai ce cas-là. Donc ça, c'est un cas assez intuitif parce qu'on se dit que si ici j'ai une discontinuité, je ferme mon tuyau, je ne peux pas avoir de déplacement longitudinal, donc l'onde acoustique ne va pas pouvoir sortir. Et peut-être plus contre-intuitif, c'est que quand on regarde le cas du tuyau ouvert, dans un tuyau ouvert, ça veut dire que j'ai la section S2 qui tend vers l'infini. Si je fais tendre S2 vers l'infini, ça veut dire que j'ai A qui tend vers l'infini. Quand A tend vers l'infini, vous voyez là j'ai l'infini je vais avoir ça. Donc ça c'est grand, ces deux termes qui dominent, ça va me donner 1. Ici je vais avoir un terme A sur A carré, donc ça varie en 1 sur A, et 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, mon coefficient de transmission tend aussi vers 0. Donc, dans ce cas-là aussi, j'ai une extrémité ouverte, mais tout va être réfléchi. Toute la puissance de l'onde incidente, dans ces deux cas, vont être réfléchies. Et donc là c'est peut-être moins intuitif, mais quand on y réfléchit ici, il faut imaginer ici qu'on a ici un fluide. Ce fluide-là va à une surface du coup infinie, et c'est lui en fait qui va imposer la pression. Donc le tuyau qui est ici, on voit qu'on a T de P qui vaut 0. L'onde est totalement réfléchie parce que si on considère la pression, l'onde de pression ne va pas pouvoir se propager à l'extérieur du tuyau parce que c'est l'immense réservoir qui est ici qui impose la pression. C'est un moyen de comprendre là aussi pourquoi on a ce résultat. Toute la puissance va se retrouver réfléchie, rien n'est transmis. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, on développe des pavillons acoustiques. Vous avez peut-être déjà vu des vieux phonographes. L'idée, c'est quand on a une source quelque part à l'intérieur d'un tuyau sonore, donc par exemple ici dans ce type de phonographe, comment faire pour que le son sorte. Donc là, on peut montrer que ce qu'il faut réaliser, ce qu'on appelle une adaptation d'impédance, c'est-à-dire que plutôt que faire un changement brutal, comme c'était ici le cas où j'ai ici un tuyau de section S et d'un coup je me retrouve dans une section infinie, on a tout intérêt à faire une sorte d'adaptation progressive où tout doucement on change la section de manière à ce que l'onde sonore puisse se propager avec, avec une plus grande transmission vers l'extérieur et vers l'espace libre. Et donc c'est pour ça, dans les phonographes anciens, vous voyez toujours cette forme. Donc, il y a différents types de pavillons qui ont été utilisés. Il y a des pavillons linéaires. Le pavillon exponentiel aussi a été beaucoup utilisé. Vous voyez aussi les instruments, eux aussi, ça se finit toujours par un pavillon qui a une section croissante, où on essaie de manière progressive d'adapter l'impédance. Et on peut montrer que en gros, la puissance acoustique qui se propage dans le tuyau, elle va être pareille que dans le cas d'un tuyau à section constante, pourvu que la fréquence soit pas trop petite. Mais par contre, la puissance qui va être transmise à l'extérieur du pavillon sera beaucoup plus grande que dans le cas où on a un tuyau qui aurait une section constante. C'est pour ça que dans tous ces appareils, il y a
il y a cette espèce de sections qui deviennent de plus en plus grandes au fur et à mesure que l'onde va se propager dans le tuyau. C'est le principe du porte-voix, hein, comme quelqu'un. Quand vous avez un porte-voix, c'est pas du coup que vous allez parler plus fort parce que vous avez un porte-voix, hein. C'est exactement la même source, vous émettez la même intensité acoustique, mais par contre, vous allez réaliser une bien meilleure adaptation d'impédance si, au lieu de vous passez d'une section qui est en gros l'ouverture de votre bouche, vous passez ici à cette section qui est beaucoup plus grande, et donc euh, on va pouvoir avoir une bien meilleure transmission de l'onde sonore. Donc évidemment, ce qui est important pour avoir une bonne transmission, c'est que l'adaptation se fasse de manière progressive. Donc, pour faire ça de manière progressive, il y a une solution qui est, par exemple, ce qui a été utilisé ici. Apparemment, c'est dans la marine américaine, hein. Donc ici, vous avez celui qui sonne le matin pour réveiller tout le monde, et vous avez l'adaptation d'impédance avec ici un cône qui est, vous voyez la taille, hein, ça doit faire au moins plusieurs mètres de long. Bon, une solution plus astucieuse que vous avez peut-être vu dans des haut-parleurs et des mégaphones, vous avez peut-être vu que vous avez toujours, effectivement, il y a cette forme évasée en sortie, mais vous voyez ici au milieu, vous avez une sorte oui, un cylindre au milieu. En fait, ce cylindre, c'est un cylindre qui est creux, hein, et ça sert en fait à rallonger euh, le tuyau, puisque l'onde sonore est émise à ce niveau-là. Elle se propage d'abord à l'intérieur, puis c'est réfléchi. Donc au fur et à mesure, vous voyez qu'ici, la section augmente progressivement, hein. Puis là, elle va être de nouveau réfléchie afin de sortir vers l'extérieur. Donc c'est un moyen d'obtenir, d'avoir un long tuyau sonore dans quelque chose qui est assez compact, hein, pour éviter de se trimballer des mégaphones qui feraient 2 mètres de long. Il y a une autre application où ces coefficients de réflexion et de transmission jouent un rôle majeur, c'est dans le cas d'une interface RO, et c'est particulièrement important pour l'échographie. L'échographie, on avait dit la dernière fois que c'est une des applications des ondes acoustiques, hein. Le principe, c'est qu'on a une sonde ici. Cette sonde va émettre des ondes qui ensuite doivent se propager à l'intérieur du corps, et on enregistre la réflexion, et cette réflexion porte des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de l'organe qui est examiné. On peut se poser la question, donc ici, si j'ai ici une source, donc c'est des éléments qui vont créer cette onde sonore, quand on le met directement sur la peau, il y a toujours une interface avec l'air, hein, donc les ondes vont être émises dans l'air, et puis ensuite, une fois qu'elles sont dans l'air, elles doivent passer dans le corps, et le corps, en gros, c'est de l'eau. Donc si on s'intéresse, si on peut se poser la question, si je crée une onde acoustique dans l'air, quelle va être la transmission de cette onde acoustique lorsqu'elle pénètre dans l'eau? Autrement dit, si j'ai une discontinuité entre l'air et l'eau, quelle est la transmission de mon onde acoustique lorsqu'elle passe de l'air vers l'eau? Donc là, on va pas, on oublie la section, on considère que on a la même section, donc ça va uniquement dépendre des impédances caractéristiques. Donc on peut déjà écrire l'impédance caractéristique de l'air, donc je prends la masse volumique de l'air multipliée par la célérité des ondes acoustiques dans l'air. Donc ça, on peut montrer que c'est égal à 400 pascal seconde mètre moins 1. Et puis on peut on peut aussi calculer l'impédance caractéristique de l'eau. Donc ça, c'est la Z de eau, c'est la masse volumique de l'eau multipliée par la vitesse du son dans l'eau. Là, on trouve 1,5. Hein, c'est à peu près 1500 la vitesse. Ici, à peu près, c'est autour de 1000. Donc on peut l'exprimer comme 1,5 fois 10 puissance 6 pascal seconde mètre moins 1. Donc on voit qu'il y a une grosse différence. Et donc, si on a une grosse différence, on peut se poser la question, hein, si j'ai ces deux impédances caractéristiques pour l'air et l'eau, à votre avis, quel va être le coefficient de réflexion et de transmission de l'onde acoustique lorsqu'elle essaie de passer de l'air vers l'eau? Est-ce qu'on va avoir un coefficient qui vaut 0, de réflexion qui vaut 0, une transmission qui vaut 1, ou une réflexion qui vaut 1 et un coefficient de transmission qui vaut 0, ou un coefficient de réflexion qui vaut 0,999, un coefficient de transmission qui vaut 0,01,
ou alors c'est les deux, R est égal à T, les deux sont égaux et ça va valoir 1/2. Donc on peut réfléchir quelques secondes, hein. À votre avis, lorsque l'eau passe de l'air vers l'eau, quel va être le coefficient de réflexion et de transmission? Bon, alors en fait, on peut regarder, hein. Euh, ben, la bonne réponse, c'est la troisième réponse. Donc pour que ce soit strictement zéro, ou avoir ici une transmission qui soit complètement zéro, il faudrait ici avoir une différence d'impédance infinie. Pour avoir zéro transmission, pour avoir une transmission qui soit égale à 1, il faudrait strictement que les deux impédances soient égales. Mais ici, vous voyez que vu le gros écart, on va se retrouver avec, je crois, l'expression du coefficient de réflexion, ça allait être Z de l'eau moins Z de l'air divisé par Z de l'eau plus Z de l'air. Donc c'est quelque chose qui va être très proche de 1, pas tout à fait, mais très proche de 1, et donc c'est cette réponse, c'est la troisième réponse, hein. On peut montrer que si vous faites le calcul explicite, le coefficient de réflexion va être très très proche de 1, donc 0,999, et une transmission qui est de l'ordre de 1 pour 1000, quoi. Donc autrement dit, hein, lorsqu'une onde acoustique se propage dans l'air et arrive sur l'interface avec l'eau, la, la quasi-totalité de l'onde acoustique se trouve réfléchie, quoi. Donc il y a une très faible fraction de l'énergie de l'onde incidente qui va être transmise dans l'eau. Là, par exemple, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Si on se met la tête sous l'eau, à la plage ou la piscine, on entend très bien ce qui se passe sous l'eau, on entend beaucoup moins bien ce qui se passe à la surface, parce que la plupart des ondes acoustiques dans l'air vont se retrouver réfléchies à, à l'interface entre l'air et l'eau. Donc ça pose un vrai problème dans le cas de l'échographie, parce que dans ce cas-là, donc, comme je vous le disais, quand on calcule l'impédance du corps, en fait, très proche de l'impédance de l'eau, bon, c'est légèrement différent parce qu'on n'est quand même pas que de l'eau, hein. Donc si on envoie une onde acoustique simplement qui est d'abord émise dans l'air par cet appareil, par ce générateur d'ondes acoustiques, bah, la quasi-totalité de l'onde va être réfléchie et donc l'onde ne peut pas pénétrer, donc on ne peut pas gagner d'informations. Donc c'est la raison pour laquelle, pour réaliser cette adaptation d'impédance, hein, on place une couche de gel de manière qui a un indice finalement assez proche de l'eau, hein. Dans ce cas-là, la sonde va émettre les ondes acoustiques directement dans le gel, et puis ces ondes acoustiques vont se propager dans le gel et puis vont arriver à l'interface entre le gel et la peau. Et comme l'impédance caractéristique du gel est proche de celui du corps, là la transmission va être extrêmement bonne, hein. On peut calculer que en gros la très grande majorité de l'onde va pouvoir partir, va pouvoir se propager à l'intérieur du corps, être réfléchie et on va gagner une information sur ce qui se passe pour examiner un organe. Donc si vous avez déjà passé une échographie ou si un jour vous passez une échographie, hein, le gel qu'on vous met sur la peau, c'est justement en fait pour réaliser cette adaptation d'impédance entre les ondes sonores qui vont se propager dans le gel euh, et les ondes acoustiques pardon, qui doivent ensuite se propager dans notre corps. Voilà quelques coefficients. Donc ça, c'est un résumé de tout ce qu'on a fait sur les tuyaux sonores, les coefficients de réflexion et de transmission pour le déplacement longitudinal, la vitesse longitudinale, le cas de la pression acoustique, donc ça, c'est peut-être celui-là dont il faut se souvenir, et puis les coefficients de réflexion et de transmission en puissance. Voilà.